a donc dit que la communication était devenue risquée. On a parlé de la dimension inspirationnelle. On va rentrer un peu dans le concret pour aider ceux qui nous regardent à s'outiller ou peut-être trouver des conseils. Bettina, chez Doctolib, vous avez fait le choix donc de miser d'abord sur la preuve par l'usage. Oui. Plutôt que sur la communication d'impact. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change dans la façon dont vous concevez vos produits, vos indicateurs ? Alors, concrètement, ça veut dire que tous les produits qu'on imagine sont co-construits avec nos utilisateurs. Nos utilisateurs, c'est qui ? C'est les professionnels de la santé et les patients. Donc, il n'y a pas une idée, pas un proof of concept qui est imaginé chez Doctolib qui n'a pas été co-réalisé avec une de ces personnes. Donc, au quotidien, on a un tas de communautés. Je ne vais pas vous faire tout le détail des communautés qu'on a construites, mais on se met vraiment à leur écoute, à leur chevet. On va sur le terrain pour comprendre ce qui, dans leur quotidien, leur fait perdre du temps, crée de la frustration, empêche les soignants de bien communiquer justement avec leurs soignants et de faire leur métier correctement. Et à l'écoute de cet usage, on imagine, on adapte, on améliore tous les produits qu'on fait. Et même vos arbitrages internes, entre ce qui mérite d'être amélioré, ce qui mérite d'être raconté. Évidemment, il n'y a encore une fois aucune décision qui est prise seule. Et c'est pas du tout parce qu'on pense que c'est bien, c'est juste que c'est une évidence si on veut avoir un produit qui soit une preuve et donc un usage qui soit massif. Thomas, qu'est-ce que le system fiction ? Le design fiction. Design fiction. Ouais. Le design fiction, c'est un exercice qu'on fait de plus en plus et qui nous permet d'inventer la vie en 2035 ou en 2050. Et en fait, de projeter comme ça l'entreprise dans le futur, ça l'aide à avancer, ça l'aide à aller plus vite. Un exercice de design fiction, c'est un peu comme de la prospective, mais avec plus d'émotion. Donc, on va étudier qu'est-ce qui est possible. Qu'est-ce qui est probable ? Possible, donc ça peut arriver. Probable, ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Et donc, en fait, on a cette fenêtre. Et au milieu, on va mettre le désirable. Qu'est-ce qui est désirable pour l'entreprise ? Donc, on sait ce qui peut se passer, ce qui va se passer, on ne sait pas quand, et ce que l'entreprise aimerait voir se réaliser. Et on raconte une histoire. On invente l'histoire de Thomas en 2050, qui a des petits-enfants, et on raconte toute sa vie. Vous avez un exemple de campagne ? Ouais, on a présenté lors du salon Pro-Durable un exemple qui était globalement sur la vie, qu'est-ce qui se passe, etc., avec un jeune garçon qui avait 36 ans en 2050 et qui disait qu'il avait fait un peu de ski pendant sa jeunesse, et on racontait sa nouvelle vie, sa nouvelle ville aussi, qui était beaucoup plus hybride. C'était pas une ville, c'était pas la campagne. Il y avait aussi beaucoup de temps consacré à la communauté. Enfin, on a inventé toute une histoire comme ça. Et du coup, ça donne envie d'y aller. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les entreprises n'apportent plus trop de rêves comme ça et de rêves positifs. Et quand on pose la question aux citoyens de à quoi va ressembler 2050, en fait, il y a beaucoup de dystopies qui sortent et beaucoup de gens qui nous disent, en fait, il y aura des robots qui seront pilotés par l'IA, qui vont nous tirer dessus. Il y aura beaucoup d'écrans partout. Il y aura, et quand, sincèrement, réfléchissez quelques minutes à quoi va ressembler 2050. Et en fait, il y a très peu de positifs. Donc, il faut que quelqu'un raconte du positif. Et si l'entreprise prend le sujet en main, raconte le positif sur le futur, elle va donner envie d'y aller. Et donc, ça va embarquer tout le monde. Et évidemment, si nous, en tant qu'experts sur les sujets de durabilité, on travaille là-dessus, évidemment, c'est pour essayer de se créer ce futur qui soit sobre, heureux, qui soit partagé, qui ne soit pas dans l'hyperconsommation. Et quel est le rôle que doit jouer l'entreprise dans ce futur-là ? Et ça, c'est hyper intéressant parce que donc, derrière tout ça, c'est aussi la construction des imaginaires collectifs. Et c'est vrai que notamment par rapport au sujet que vous expliquez bien, qui est finalement aujourd'hui, si on essaye de se projeter avec en plus une société qui n'est pas très positive en ce moment, on voit essentiellement des catastrophes, ou en tout cas, on est plutôt dans quelque chose de très noir. Et c'est notamment dû à... si, par exemple, je vous disais, est-ce que vous avez en tête un film qui parle de climat, mais en positif ? Demain, mais ça a 10 ans. 10 ans pile poil. Et du coup, demain, ça a généré des communautés locales dans plein d'endroits avec plein de gens qui ont fait des projets, en l'occurrence. Ça met en action. Exactement. En fait, il n'y en a pas très très peu. Ça ne vient pas à l'esprit spontanément. On pense à plein de catastrophes. Des très beaux films. Le film avec Romain Duris, ils sont ensemble tous en animaux. Oui, Sauvage. Par exemple, Sauvage. Il y a quand même
c'est pas très... C'est on violent, rigole pas beaucoup, ouais. quoi. Non. Donc, Non, mais et souvent donc, il y les a tout prospectives un- sont peu Voilà, rassurantes. exactement. Mais c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que du coup, et en effet, il y a pas mal de choses qui existent sur ces sujets, que les entreprises qui ont quand même un pouvoir de transformation prennent ces sujets-là et se disent en positif comment est-ce que j'imagine, quelles sont les solutions que je peux créer aussi pour aller vers ce monde-là en positif une fois de plus, c'est quand même hyper intéressant parce que on a plutôt en imaginaire des choses négatives, or c'est demain. Donc une com responsable, ça veut pas dire forcément moins créative, quoi. Ah, Pas du tout. Non, parce qu'on pourrait s'imaginer qu'avec toutes les contraintes... Des communicants. Ils sont vent debout contre cette Ouais. affirmation. Ouais. Attention. Non, alors, pour temporiser, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a 15 ans, c'était pas créatif. C'était très moralisateur, c'était très culpabilisant, c'était pour des populations d'initiés éventuellement ce type de communication. Aujourd'hui, c'est exactement l'opposé. C'est vraiment, on s'adresse à tout le monde, c'est extrêmement Même du créatif. fait de la réglementation, Même de du fait de vos la- engagements, de En vos fait, nos obligations. métiers, on est obligé d'être contraint. Et c'est très bien, on a des règles comme dans tous les métiers, et donc on est contraint par des règles de la RPP, par des lois parfois sur certains sujets, etc. Et là, c'est entre guillemets une contrainte de plus, mais qui donne du coup un challenge encore plus intéressant pour les populations créatives dans les agences, pour trouver la bonne idée qui aura le bon impact et qui surtout donnera envie de changer les comportements, parce qu'on est vraiment là-dessus pour le coup. Et justement Oui. là-dessus, parce qu'on parlait de création de nouveaux imaginaires, de se projeter, d'anticiper des futurs souhaitables, etc. Je pense que le rôle dans l'entreprise, effectivement, c'est de créer des normes sociales qui aillent dans le sens du mieux. On a parlé de Veja, et c'est intéressant l'exemple que vous disiez tout à l'heure de gens qui achètent Veja sans forcément savoir quel est leur positionnement social, mais ça coolifie un petit peu l'impact. Ouais. C'est intéressant. Et donc, allez-y. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, un produit doit être compétitif sans être RSE, alors qu'il l'est, et il n'est pas obligé de le dire. Ouais. Et la preuve, c'est qu'il y a 10 ans, 20 ans, il y avait des crèmes dans les magasins bio, des crèmes pour la peau, qui avaient des textures un peu dégueulasses, etc., qui ne se vendaient pas, alors qu'elles étaient bio. Et le jour où la texture est devenue au même niveau que des marques de grande conso classiques, ça s'est vendu. Donc la RSE, ça ne fait pas vendre. Ça peut être un argument de plus. C'est un supplément d'âme, mais il faut que la valeur d'usage soit au niveau du marché, sinon il n'y a aucune chance. Mais oui, d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un problème de sémantique aussi Quand on préparait cette émission, Thomas, vous m'avez dit que la RSE était devenue une expression fatigante et désuète. En fait, Surtout que personne connaît. Je pense qu'on fait un micro-trottoir. Est-ce que c'est devenu galvaudé et est-ce qu'il n'y a même pas un rejet les études disent qu'en entreprise, 70% des salariés connaissent la RSE en entreprise. Après, pour connaître des gens qui travaillent pas en entreprise, mais qui font de la médecine ou qui travaillent dans l'éducation nationale, RSE maintenant commence à être assez connu. Mais c'est vrai que, en fait, la RSE a poussé pas mal ces dernières années pour avoir le Green Deal au niveau européen avec la CSRD. Et la CSRD, qui était un truc un peu trop compliqué, s'est fait couper. Et donc, du coup, maintenant, la RSE, c'est la CSRD, c'est le réglementaire et c'est chiant. Donc oui, arrêtons de parler de RSE. D'ailleurs, moi, je vois bien que nos clientes, il y a quelques hommes, mais il y a beaucoup plus de femmes, donc j'utilise le féminin. Si vous êtes d'accord, le féminin l'emporte. Il y a beaucoup de clientes qui nous disent qu'elles ont envie de changer de titre. Et alors, qu'est-ce que ça peut être ? Certaines deviennent des directrices de l'impact. Et toutes les tentatives. Directrices de la sustainabilité. C'est tellement opaque, ouais, mais moi, personne ne comprend rien. Ouais, directrice de la durabilité. Directrice du futur, ça serait pas sympa. Vous êtes bien concerné. On n'arrive pas à pratiquer. Directrice du long terme. Du quotidien, je dirais que quand j'ai annoncé à mes parents que j'étais directrice de l'impact, ils m'ont regardé en me disant super, et je comprends pas. Sachant Peut-être de la boxe. Voilà, franchement, c'est inexplicable. Impact veut dire les deux choses. On ne sait pas si c'est positif ou négatif. Exactement. Ouais. Mais directrice du long terme, tu voudrais pas être directrice du long terme ? Surtout, ça me fait penser au Chief Happiness Officer de l'époque. Qui était bullshit. C'est difficile. Là où moi je rejoins, c'est qu'il y a quand même un vrai sujet en effet de sémantique. Nous, on parle souvent de green fatigue parce que du coup, on a énormément poussé et il y a eu une transformation incroyable qui a été faite en peu de temps, si on regarde réellement, notamment en France, mais pas que, sur tous ces engagements. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été dites et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour certains, il y a quand même une fatigue de cette sémantique. Donc les sujets sont là, mais peut-être en parler différemment, ou surtout, et nous, il faudrait parler d'engagement, peut-être. Alors, d'engagement, ou même, en fait, rentrer par les sujets du quotidien de chacun, qui, de toute façon, parlent derrière d'engagement RSE. Aujourd'hui, parler de santé, on parle forcément d'environnement.
N'importe quel sujet, en fait, derrière, il y a des problèmes climatiques, il y a de l'environnement, il y a des problèmes de justice sociale, etc. Donc, en fait, on n'a même plus besoin... moi, je crois vraiment au côté, on peut switcher vraiment de vocabulaire en n'utilisant plus ce type de vocabulaire. Bon, après, on a un sujet de titre, mais ça, c'est un autre problème. Non, c'est vrai qu'on On fera une émission sur le sujet. Mais en tout cas, comme on parle de communication, moi, je crois vraiment au fait qu'on est en train doucement, alors, ça va jamais assez vite en com, mais doucement en fait, d'intégrer ces sujets au cœur de nos communications. Et nous, on croit vraiment au fait que... Tant et si bien qu'on n'a plus besoin de les qualifier, quoi. Exactement. Ouais, parce qu'ils sont partout. La communication responsable, en fait, c'est juste de la communication. Et il y a sans doute d'ailleurs pas de communication responsable dans les entreprises irresponsables. Je m'explique, mais souvent dans cette émission, on a pu évoquer la façon dont historiquement le monde de l'entreprise s'est développé de façon très nombriliste, c'est-à-dire l'entreprise détermine sa stratégie en ses murs, sans trop se soucier du monde extérieur, développe ses produits, développe son marketing, développe ses campagnes de communication au service du toujours plus. Et dans les exemples que Thomas ou Bettina, par exemple, prenaient au début du débat, dans des exemples qu'on a pu reprendre ici par le passé, on voit que souvent ces démarches, elles évoluent pour être dans des dynamiques beaucoup plus collectives, où on implique des parties prenantes ou au co-construit. Une entreprise qui fait cela, notamment sur le développement produit, déjà, elle va développer des produits qui sont vraiment utiles. Donc, elle aura moins vocation à communiquer sur des choses qui peuvent être parfois futiles. Alors, c'est subjectif, mais on se comprend. Et puis, chemin faisant, développant ces mécaniques-là, en étant beaucoup plus en collaboration, non seulement on développe des choses utiles, mais on communique forcément des messages qui eux-mêmes servent l'utilité au service des consommateurs, que ce soit pour leur santé, leur bien-être, leur épanouissement au sens plus large du terme. Et ça, c'est un point essentiel qu'on n'a pas évoqué. Pas de com responsable dans des entreprises irresponsables. Elles doivent co-construire pour y parvenir. Et de toute façon, un produit qui ne répond pas à un vrai besoin, même s'il a la meilleure com derrière, ça va aider à l'acheter une première fois, mais si finalement, parce qu'il y a un désir. Et ça, c'est aussi du fait des réseaux sociaux, notamment. Ça se discute. Non, mais disons qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens brillants qui inventent des boîtes et des produits qui sont les seuls à avoir identifié comme étant nécessaires. Red Bull, par exemple. Je ne citerai personne, mais chacun se c'est un produit dangereux et qui n'est pas bon. Ouais, mais Red Bull, qui est un produit dangereux et dégueulasse. En fait, ils ont une campagne de com avec Félix là, qui avait sauté de l'avion, enfin de la capsule. La communication peut faire des choses fantastiques. Donc maintenant, il faut qu'elle se mette au service de l'utilité. Donc tu pourrais être directrice de l'innovation utile. Ça pourrait être pas mal, ça. Pas mal. On va continuer le brainstorming. Non, mais en parlant d'utilité, et c'est vraiment un nouveau récit. Il y a une banque, je peux citer ou pas Oui, puis citez-en 3. Voilà, d'accord. Vous en dites une et puis 2 autres. C'est la fin. Non, mais oui. Très bien. C'est un quiz. Alors, c'est une banque qui sponsorise le Festival d'Avignon depuis 15-20 ans. Ils achetaient quelques goodies qu'ils offraient, etc. Et on leur a proposé de faire une pièce de théâtre pendant le Festival d'Avignon, pièce de théâtre qui posait la question de l'utilité du métier de banquier et du rôle que l'on voulait donner à l'argent. Donc ils nous ont posé une question qui était une question d'un brief de communication. On aurait pu répondre avec un film, avec une affiche, avec une campagne sur les réseaux sociaux. Et on leur a dit, non, en fait, on va faire une pièce de théâtre à Avignon et on raconte toute une histoire où on pose la question de l'utilité de cette banque-là et du rôle qu'on veut donner à l'argent. Et alors, il s'avère que je suis évidemment allé la voir et on avait une centaine de personnes qui regardaient la pièce, où c'était dans la rue, devant l'agence de cette banque-là, que vous n'avez toujours pas trouvée, je vois bien, main sur le buzzer. Et donc, on faisait un débat mouvant à la fin, en disant, est-ce que pour vous, le plus important, c'est la rentabilité ou est-ce que c'est la transparence que vous allez avoir? Et donc, les gens se déplaçaient sur la place. Donc ça, c'est un nouveau récit, c'est quelque chose qui est pas du tout habituel pour une agence de communication, pour une marque de monter quelque chose comme ça. Ça a eu un énorme succès. À chaque fois, on a eu plus de monde parce qu'on a joué 9 fois. Enfin, ils l'ont joué 9 fois. Et mais ils vont la rejouer, donc ça a duré longtemps. Et donc c'était intéressant de voir aussi que les spectateurs ensuite restaient, alors qu'ils se connaissaient pas au début de la pièce, côte à côte, à discuter sur quel est le rôle que tu veux donner toi à l'argent et c'est dans quelle banque, etc. Voilà. Et plus de goodies. Et plus de goodies. Et alors, c'était quelle banque? C'était le Crédit Coopératif, qui est quand même peut-être certainement la banque la plus... qui a une certaine légitimité qui est totalement légitime. Coopérative, quelque chose de collectif qui implique ses clients, ses parties prenantes, etc. Et qui écoute beaucoup ses clients, évidemment.
On ne peut pas terminer cette émission sans mentionner le contexte international qui pèse forcément, vous l'avez déjà évoqué, sur les budgets en communication, mais aussi sur l'état d'esprit des entreprises, notamment avec Donald Trump, forcément, désolé, je l'ai dit, il y a un backlash assumé contre les enjeux climat, l'inclusion, la régulation. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter fort ou est-ce que vous constatez au contraire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se réaffirment encore plus fort, quoi? Moi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais nous, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau de nos entreprises clients, personne n'arrête. Mais personne. C'est-à-dire qu'ils continuent à investir à minima la même chose, Sydney continue un peu à augmenter. Mais en effet, ils ne communiquent plus dessus. Donc, ça, tout le sujet du greenwashing. Mais il n'y a aucune raison. En fait, pour être un peu trivial, le mur, on va le prendre. Donc, les entreprises et les patrons d'entreprises et toutes les directions d'entreprises qui ont compris qu'en effet, le mur, on allait le prendre. Et qu'il faut s'adapter pour faire en sorte qu'on le prenne le moins difficilement possible et que du coup il faut transformer son business en fonction de tout ça, c'est ceux qui continuent, ils vont pas s'arrêter parce que Donald Trump a décidé qu'il sortait du GIEC ou des accords de Paris. Donc de toute façon, voilà. Après, donc il y a vraiment ces entreprises qui continuent de façon massive. Il faut en effet, on l'a déjà dit, mais il faut continuer à communiquer dessus parce que sinon, on a l'impression, en effet, qu'il ne se passe plus rien et que, du coup, allez, c'est pas la peine, on abandonne, on plie et puis le mur, on va se le prendre vraiment bien comme il faut. En fait, on vit un test grandeur nature, un crash test grandeur nature de notre union continentale, déjà au niveau géopolitique, ça c'est clair, mais au niveau des marques, un grand crash test aussi de résistance à nos valeurs. Et moi, je pense qu'une des vertus que va avoir cette période, c'est que ça va nous obliger à faire corps, à être en union, que ce soit au niveau des pays des 27, ça peut être aussi vrai à l'échelle de coalitions de marques, etc. Et dans la communication, on a évoqué la diversité, mais il y aurait d'autres sujets, de réaffirmer des valeurs qui vont devenir d'autant plus audibles et désirées que se passe de l'autre côté de l'Atlantique et peut-être bientôt de notre côté de l'Atlantique aussi, des choses qu'on ne veut pas voir, qui ne correspondent pas à ces valeurs. Au respect de l'autre, au respect du genre, de l'âge. Enfin, il y a tellement de choses qui sont en train de vaciller là-bas qu'on espère pouvoir préserver ici, que les marques peuvent jouer un rôle, pas toutes seules, évidemment, surtout que c'est pas leur rôle en tant que tel, c'est plutôt le rôle des États, mais contribuer à ces récits-là à travers ce qu'elles veulent raconter des produits ou des services qu'elles développent. Et puis il y a un sujet, sur... il reste 1 minute. Là, très vite. Sur le fait que les gens, les citoyens, qui sont aussi des consommateurs, des collaborateurs, etc., en fait, ils attendent qu'il y ait des actions plus fortes par rapport à la lutte contre le changement climatique. Ils le vivent, on le vit tous de plus en plus. Les entreprises le vivent dans leur business. Nous-mêmes, dans nos quotidiens, on y est confrontés de plus en plus. Ça devient réel et tangible. Donc, en fait, il y a une vraie attente. Donc, c'est une opportunité réelle. Par rapport à cette période, ceux qui se taisent vont sortir moins bien que ceux qui auront continué à parler. Parce que c'est l'étude que mentionnait Caroline tout à l'heure, 90% des citoyens, et c'est une étude sur 130 000 personnes, 125 pays. 90% des gens disent, en fait, on n'en fait pas assez pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est pas parce qu'on entend machin à Washington qui parle très fort ou quelques plateaux télé un peu nauséabonds qu'il faut se dire que c'est une majorité. Ça, c'est un récit majoritaire qu'on nous sort en ce moment, qui est bien utile pour certains, mais il faut absolument se dire que la grande majorité, elle est silencieuse et elle a très envie de changement. Et pour changer l'histoire, pour changer l'histoire du monde, il faut changer les histoires qu'on se raconte, justement. Et il y a un besoin des médias, et j'arrête juste après, promis, mais il y a un besoin des médias, et merci pour cette émission notamment, comme il y a un mouvement qui est aux États-Unis aussi qui s'appelle Breaking the Climate Silence, d'aider justement à faire en sorte qu'on arrête d'avoir un silence imposé d'une certaine manière sur ces sujets climatiques et sur les solutions par rapport à ça. On passe au pari d'avenir.